Hélène Rollet, je peux te tutoyer encore. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu serais disponible pour jouer avec nous? Oui. Même de façon régulière? Oui. Salut les garçons, c'est vraiment pas pratique que vous n'ayez pas le téléphone dans le garage. C'est vachement dur de vous joindre quand vous jouez. Normalement, l'homme commence toujours à faire sa cour devant la femelle indifférente. C'est après qu'elle se réveille. Écoute, mon petit Étienne, si tu comptes sur moi pour balancer une copine, alors tu te trompes. Bien, bah, moi je vous propose d'aller boire un coup à la cafette. 12 février 2011, la série Les Mystères de l'amour voit le jour. 7 ans après la fin des Vacances de l'amour, c'est la saga Hélène et les garçons, débutée en 1992, qui renaît avec la création de ce nouveau chapitre. Entre amour, séparation, rencontres, expériences professionnelles et intrigues policières, la vie de cette inséparable bande de copains riches en péripéties continue près de 25 ans après leurs premières aventures. Et le succès est au rendez-vous. Quand on fait un tube, que ce soit dans la musique, ou en télé, ou en cinoche, ou en ce qu'on veut, pour faire oublier ce tube, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Il faut refaire un nouveau tube. Retour sur un incroyable succès télévisuel, une saga qui dure depuis plus de 2 décennies. Devenir des stars du grand écran, c'est pas mal non plus. Et un duo comique, vous n'y avez jamais pensé? Comment ce retour a-t-il été orchestré? M'est venue l'idée folle de reconstituer l'équipe et de repartir sur ce qui est devenu les mystères de l'amour. Voilà. Hélène et les garçons, c'est la sitcom qui a connu le plus grand succès de toutes les productions AB et qui a définitivement marqué les années 90. C'est vrai qu'Hélène et les garçons, voilà, c'est la sitcom par excellence en France. On peut pas s'attendre à un succès comme ça, c'est impossible. Si vous connaissez la recette du succès, on en ferait tous les jours, donc ça reste toujours inattendu. Tous les soirs, ce sont près de 6 millions de téléspectateurs qui suivent les aventures d'Hélène et ses copains. Et Hélène, c'est quoi pour toi? C'est une fille parfaite. Avec mes yeux de petite fille, moi je l'admirais avec ses cheveux longs, sa guitare, la musique, moi c'est avec ça que j'aimais en fait. C'est un phénomène étonnant parce que 6 millions c'est des scores de prime time et encore, maintenant c'est rare. Et tous les jours on avait 6 millions de gens qui regardaient Hélène et les garçons. C'était ma récompense en rentrant le soir. C'est que je me dépêchais de rentrer, de goûter, faire mes devoirs rapides. Et c'était vraiment mon moment de détente à moi et c'était mon cadeau en fin de journée après avoir bien travaillé en cours. Et il s'est passé un truc surprenant, c'est que le public n'était pas seulement les enfants, mais tout le reste de la famille. Regardez le feuilleton aussi? Oui. Les comédiens deviennent du jour au lendemain de véritables stars. Chacun avait son personnage coup de cœur et puis c'était un petit peu la question qu'on se posait à l'école. C'était c'est qui toi? Tu préfères qui? C'est qui ton personnage préféré? J'ai toujours été amoureuse de Nicolas. Ouais, toujours. Et d'ailleurs, quand je rencontrais un garçon qui avait une apparence un peu similaire ou un point commun, je pense que j'ai été attirée par ce genre de garçon parce qu'il ressemblait à Nicolas. C'est vrai que j'étais un petit peu amoureux de la Nico. Ah, Béné. Ah non, j'étais un peu... Non, je retire ce que j'ai dit. J'étais amoureux de Béné. Non, en fait, j'étais amoureux de tout le monde. Bah, j'étais amoureux de José. J'ai compris, quand j'ai eu du mal à aller faire des courses, qu'effectivement, c'était pas n'importe quoi. Je signais beaucoup d'autographes, ça me faisait bizarre de voir des gens m'aborder comme ça directement dans la rue. Hélène fait la couverture de tous les magazines. Retour sur un véritable phénomène de société. J'avais tous les magazines télé où il y avait ma photo dessus. Il n'y en avait pas un où il n'y avait pas ma photo. Et je m'étais dit, tiens, celui qui m'aime pas, il est quand même obligé de m'acheter. Making of, images rares et inédites, immersion dans les coulisses des mystères de l'amour et les secrets de la saga Hélène et les garçons. C'est une épopée, cette histoire-là, quoi. C'est incroyable. Février 2011, la série Les Mystères de l'amour fait son apparition dans la grille de TMC. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'expliquerai. Première série de fiction française à être produite pour une chaîne de la TNT, Les Mystères de l'amour sont la suite de la trilogie Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour et Les vacances de l'amour. Une histoire incroyable qui avait débuté près de 20 ans plus tôt sur TF1. À l'époque, TF1 voulait passer à une autre étape, voulait changer pas mal de choses, donc il y a beaucoup d'émissions qui ont disparu. Il va forcément nous arriver d'autres choses tristes ou heureuses, on verra bien. On verra bien. Pendant cette période, on a fait un pilote des Mystères de l'amour. Et à ce moment-là, j'ai rencontré toute l'équipe de TMC. Et je leur ai dit, voilà, je suis en train de faire un pilote de la suite d'Hélène et les garçons.
Et ils m'ont dit, ça nous intéresse. Mais ça a permis à la série de renaître sur une autre chaîne du groupe TF1 et du coup d'être d'autant plus mise en valeur parce que c'est devenu la série star de la chaîne. Dès son lancement, la série est immédiatement couronnée de succès. Dans cette version plus mature et plus urbaine, Nicolas est devenu photographe. Hélène travaille dans l'humanitaire, José et Bénédicte ont ouvert un restaurant et Christian rêve toujours de devenir une star de la musique. T'as encore passé une nuit blanche? Quelle heure il est? Oh là là, ouais, je sais pas, il a dû passer. Histoire d'amour, séparation, intrigue policière, au fil des saisons, la série continue d'évoluer avec ses personnages et cela semble ravir les téléspectateurs. Oh là là. Voilà, votre nouvelle maison. Si cette bande d'amis, aujourd'hui quarantenaire, s'est rencontrée à la fac, dès la saison 2 des Mystères de l'amour, c'est sous le même toit qu'ils continuent à vivre des aventures toujours plus passionnantes. Il y a toujours quelque chose de très fort quand on a aimé des personnages quand on est adolescent ou jeune. Donc du coup, je pense qu'on a envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Et c'est ça qui est génial, c'est que le lien n'a jamais vraiment été rompu avec le public parce que finalement, les personnages, ils ont évolué, ils ont vieilli en même temps que les fans qui les regardaient. Donc je pense que ce lien-là est resté très fort avec le public. Il y a un socle du public qui est très fidèle à ces personnages. Je pense que ce sont des gens qui ont vraiment connu Hélène et les garçons, qui ont connu le point de départ et qui prennent un plaisir à retrouver les personnages de l'époque et finalement être dans une certaine nostalgie avec les codes de la télévision d'aujourd'hui. Chaque semaine, la série bat des records d'audience et ce succès colossal ne date pas d'hier. Hélène et les garçons, Premier baiser, Les filles d'à côté, Salut les musclés, La philo selon Philippe, Les garçons de la plage. Les sitcoms AB ont marqué les années 90. C'était vraiment une ruche qui vibrait tout le temps, toute la journée, quoi. C'était vraiment une industrialisation de la série, de la sitcom, du produit jeunesse en tout cas, qui est extrêmement efficace. Pour le public, le succès est incontestable. Ça fait partie de la mémoire collective. On avait l'impression de faire partie un peu de la famille. C'est vrai qu'on les avait tous les jours, c'est quand même pas commun. Les sitcoms ont bouleversé la vie des comédiens. Ça a permis de faire ce que je suis aujourd'hui. Ça a été une aventure exceptionnelle. On est devenu une famille au fil des tournages et... C'était extraordinaire, c'était super souvenir. On s'est éclaté, donc vraiment merci, quoi. Ces années-là, c'était que du bonheur. J'ai vu les sitcoms aux États-Unis, je trouvais ça formidable. Il n'y en avait pas vraiment en France. Il y avait Maggie, qui était une adaptation américaine déjà. Il y avait Marc et Sophie, mais il n'y avait rien dans un univers un peu plus jeune, un peu plus familial. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer des sitcoms. C'est avec le lancement du Club Dorothée en septembre 1987 qu'AB Productions investit la grille des programmes de TF1 avec un succès incomparable. Durant 10 ans, l'audimat français va vivre à l'heure d'AB, la société de production créée par Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Le 22 décembre 1989, moins de 3 ans après le lancement du Club Dorothée, AB produit sa première sitcom, Salut les musclés. Et même si cette idée originale de Jean-Luc Azoulay est avant-gardiste, le pari est pourtant loin d'être gagné. On avait le Club Dorothée, dont on était responsable et dans lequel on mettait à peu près ce qu'on voulait, du moment que ça marchait. Donc moi j'ai eu l'idée de Salut les musclés, on a tourné le premier épisode. C'est la première fois qu'on tournait quelque chose comme ça. Donc on a fait un pilote dans un décor provisoire avec les musclés et Dorothée a joué le rôle de la première guest. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, bien sûr, en allant là-bas rejoindre vos copains. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, mon petit? Ça y est, j'ai compris, je suis mort et vous êtes un ange. Et si c'est ça, moi je veux bien mourir aussi. Hein, et ce pilote s'est avéré concluant, donc on a refait le vrai premier épisode sans Dorothée puisqu'elle n'avait ça que pour nous rendre service. Dites les copains, vous croyez qu'elle va revenir? Qui ça? Le docteur Rougerie. J'ai jamais vu une fille pareille. Écoute, Framboisier, bon, c'est vrai qu'elle est belle, mais enfin, faut pas exagérer quand même. Non, puis tu sais, rêve pas, hein. Moi je suis sûr qu'elle est mariée. Et on l'a mis dans le Club Dorothée et ça a marché. Donc la réaction des gens de TF1 a été « ça marche, c'est formidable ». Fort du succès de la première diffusion de Salut les musclés, l'industrie AB se met en place à une vitesse fulgurante. Et très rapidement, Premier baiser, Hélène et les garçons, Les filles d'à côté, La philo selon Philippe, Le miel et les abeilles voient le jour et envahissent le paysage audiovisuel français aux heures de grande écoute. Nous sommes au début des années 90, la machine est bel et bien lancée, AB décolle. L'audience explose et rassemble jour après jour des millions de téléspectateurs. Alors pour faire fonctionner l'industrie AB de manière pérenne, Jean-Luc Azoulay met en place un système innovant et pour le moins efficace.
C'est très simple, vous mettez des comédiens, des caméras, un décor, et puis vous filmez. C'est pas très compliqué. Ce qui est dur, c'est de trouver les idées, de créer des univers et de trouver des personnages. Des rythmes de tournage effrénés, des castings incessants. C'est un sacré boulot de remplir toutes les salles et tous les plateaux chaque jour. Ça reste un truc de fou. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs de casting qui ont géré jusqu'à 6 ou 7 séries en même temps. Et on était un bureau, on était 6 ou 7, je crois. J'avais 4 assistantes pour les comédiens et 2 ou 3 personnes pour la figuration. AB, précurseur de la production à la chaîne de sitcoms et d'émissions télévisées, réussit un tour de force incroyable, celui de fidéliser ses techniciens et ses comédiens. Un atout majeur pour cette ambitieuse industrie. C'est une sacrée école, parce qu'on tournait pratiquement tous les jours, et c'est vrai que c'est extraordinaire, parce qu'on avait le texte très souvent au dernier moment, et puis bon, on avalait le texte, on essayait de le digérer avec la répétitrice qui était avec nous, et puis on y allait, quoi, on fonçait devant les caméras, donc fallait pas se gourer, fallait pas se planter. Ça commence à 8h le matin, on arrive au maquillage, coiffure, habillage, et ensuite on fait nos séquences. On n'est pas forcément dans toutes les séquences de la journée. Le texte est divisé en plusieurs séquences et on tourne décor après décor. Voilà, puis ensuite on rentre chez nous quand c'est fini, quand l'épisode est fini. Normalement, la fin de tournage, c'est 20h et en général, ça déborde un peu. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, Bénédicte? On va quand même pas l'attendre toute l'après-midi ici, non? Si on a des courses à faire ensemble, c'est maintenant. Mais tu sais bien qu'elle a des problèmes avec la tante José pour le mariage de sa cousine. Il faut être autodiscipliné, oui. Parce que c'est vrai que c'est un travail. En plus des tournages, des 12 heures de tournage, il faut apprendre son texte le soir. Donc c'est vrai que c'est assez physique, quoi, quand même. Ici, on travaille uniquement avec des caméras, donc on apprend à se placer dans la lumière, à bouger en fonction des axes, etc. Et je suis désolé, on est obligé d'arrêter, il faut que j'y aille. Ils font chier, ils sont emmerdants. Très vite, on a formé une famille vraiment en osmose, très homogène, avec tous les jeunes qui étaient là, parce que moi j'étais un petit peu le grand frère, pour pas dire le père, le papa d'une autre génération, mais vraiment on s'est tous très très bien entendus. C'est vraiment une sorte de tribu. Et c'est vrai qu'on a cet esprit de famille dans notre équipe et que c'est très important pour la réussite. Une famille, c'est le moins que l'on puisse dire, car très proche de ses comédiens, le producteur a un concept bien à lui pour enrichir les scénarios des sitcoms, s'inspirant parfois de la vraie vie de ses acteurs. Les comédiens ne sont pas de simples objets pour moi, ce sont des partenaires. Je me sers d'eux pour écrire mes histoires, je me sers de leur vraie personnalité. C'est pas eux, mais c'est leur vraie personnalité dont je me sers parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des relations qui se font parce qu'on s'est prouvé réciproquement qu'on pouvait avoir confiance les uns en les autres. Ils nous scrutent quand on joue. Comme on se connaît, ils nous voient aussi délirer dans la vie et ils se nourrissent un petit peu de ça. Parfois, on se dit, là, il a pioché un truc perso. Mais comme c'est des personnages qu'on vit depuis 20 ans, je pense qu'on est tous avec notre sensibilité, avec notre personnalité. Oui, on a dû l'amener un peu où on veut l'amener, mais c'est pas forcément que ce personnage nous ressemble. Il connaît nos caractères, nos tempéraments, donc il sait mettre ça en valeur et après, c'est très facile. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, tu veux pas le cul de la crémière non plus. Allant toujours plus loin dans l'écriture des scénarios, Jean-Luc Azoulay établit une corrélation entre les séries. Dans C'est lui les musclés, pour animer un petit peu cette bande de 5 garçons célibataires qui vivent avec une extraterrestre, j'ai eu l'idée de faire venir une petite fille de 11 ans, 12 ans, qui était Justine, qui était la nièce de Framboisier, qui débarquait d'Australie. Puis Justine a un petit ami qui s'appelle Jérôme. Ça commence à faire des histoires pour Justine. À ce moment-là, je m'aperçois que les histoires de Justine prennent beaucoup de place dans C'est lui les musclés. Donc je me dis, c'est quand même pas le propos c'est C'est lui les musclés. Donc Justine retrouve sa famille et ça donne Premier baiser. Dans la famille de Premier baiser, il y avait le père, la mère, il y avait Justine et il fallait une grande sœur. Donc Hélène fait la grande sœur de Justine dans Premier baiser. Et même phénomène, au bout d'un certain temps, je m'aperçois qu'Hélène commence à avoir ses histoires à elle, des histoires de un peu plus âgées à la fac, et je crée Hélène et les garçons. Voilà un petit peu comment se fait la filiation. Framboisier, le chanteur des musclés, c'est ton oncle? Bah oui, c'est le frère de mon père. Justine a vécu chez les musclés pendant la dernière année où on était en Australie. Bah remets-toi Lali. Oh mais non, mais écoute, ça me fait tout drôle que tu connaisses des vedettes. Dans cet univers rassemblant des professionnels soudés, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda ne cessent de développer la production et créent de nombreux produits dérivés aux sitcoms. Du jamais vu pour l'époque. Le succès attire les critiques. Certains médias tirent à boulet rouge sur les sitcoms AB. Mais le producteur n'en prend pas ombrage. Écoutez, j'ai un journal qui tire à 100 000 exemplaires, qui me fait une critique, et 6 millions de gens qui regardent. Je mettais les deux dans la balance, et ça pensait du côté des 6 millions. C'est étonnant.
Je pense que ce qu'on a peut-être critiqué également, c'était le système autour d'Hélène et les garçons. Rencontrant toujours plus de succès, AB Productions n'hésite pas à mettre en avant les comédiens des sitcoms en leur faisant enregistrer des chansons. La preuve d'une expansion qui n'en finit pas. Mon premier métier, c'était la chanson. J'étais quand même d'abord producteur de disques avant d'être producteur de séries télévisées. Donc pour moi, naturellement, quand un comédien avait du talent, était capable de chanter, je le faisais chanter. Et ça me permettait d'embellir les séries. Je pense que la chanson fait partie de la vie et que c'est formidable quand un comédien peut chanter, de le faire chanter. Comme dans un rêve, je t'ai retrouvé dans le noir. Pendant les années 90, les sitcoms AB deviennent le rendez-vous incontournable des jeunes comédiens. Ainsi, quelques acteurs connus aujourd'hui sur le petit ou le grand écran y ont fait des apparitions, tels que Ingrid Chauvin, Astrid Veillon, Mathilde Seigné, Laurent Lafitte, Elisa Tovati, Alexandra Lamy. Je vous dis que je ne suis pas un homme, vu? Vous dites ça parce que vous voulez pas de moi, mais je vous aime, c'est physique, j'y peux rien, je vous aime. Oh, attendez. Ok, écoutez ma voix, regardez. Oh, j'ai une voix de fille. Oh, vous faites ça pour me dégoûter, mais vous n'y arriverez pas. Non, c'est pas vrai. Bon, d'accord, voilà les cheveux. Oh, j'ai les cheveux longs. Regardez, je ressemble. Je suis une fille, je suis. Il y a plein de garçons qui ont les cheveux longs. Et puis moi, je vous trouve encore plus beau comme ça. Ou encore Guillaume Canet. Virginie? Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là? Et même Julie Gaillet. Ah, bonjour mademoiselle. Voilà, je participe à un concours de baisers. Ben oui, avec mon ami qui est là, pour savoir lequel de nous deux parviendra à avoir le plus de baisers. C'est vous l'autre candidat? Oui. Moi, je ne suis pas candidat. Tant pis, c'est parti. Je crois, si je ne m'abuse, que le chanteur des Chaka Ponk fait un guest dans Hélène et les garçons, il me semble. Si vous avez de chercher des nouveaux artistes, je suis complètement libre et j'ai pas de manager. Ok. Bon bah écoutez, on va réfléchir. Hein. Il y avait toute une génération qui rêvait finalement de faire partie de ce casting. C'est la première fois qu'il y avait un casting ouvert aux Français avec une possibilité, une proximité assez évidente. Alors qu'en France, les sitcoms connaissent un succès sans borne, les produits AB s'exportent en dehors des frontières de l'Hexagone. En Italie, en Allemagne, en Angleterre et dans les pays de l'Est. Et le phénomène prend une ampleur mondiale. En septembre 1997, le contrat entre AB Productions et TF1 s'arrête. C'est la fin du Club Dorothée et de tous les sitcoms. De toutes les séries AB, la saga Hélène et les garçons fait quant à elle exception à la règle et poursuit sa destinée hors du commun. Retour sur le phénomène. Le 11 mai 1992, la France découvre pour la première fois la série la plus culte de l'univers AB, Hélène et les garçons. J'étais pas téléspectatrice d'Hélène et les garçons, j'étais fan. J'étais totalement fan parce que ça a bercé toute mon adolescence. Et je pensais à ça la journée à l'école, au collège, au lycée. Hélène et les garçons, c'est toute une époque de la télévision française parce que ça avait un succès incroyable et tout le monde rentrait le soir pour retrouver les aventures d'Hélène et les garçons. Ça a été un véritable phénomène de société à l'époque. J'avais 6 ans, donc j'étais très très jeune. Et mon vrai souvenir flagrant du truc, c'est que je le regardais tous les soirs. Et le lendemain matin, quand j'arrivais à l'école, le premier truc qu'on se disait avec ma meilleure copine, c'était « T'as vu l'épisode d'Hélène et les garçons? Qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et ça, on se racontait ça. C'était notre première conversation. On s'est fait draguer par 3 charmants jeunes hommes, dont un très mignon. T'exagères, il y en avait au moins 2 de très mignons. Hélène, jeune étudiante en sociologie, vit dans une résidence universitaire et partage une chambre avec 2 amies, Cathy et Johanna. Elles font la connaissance de 3 étudiants en lettres, Nicolas, Étienne et Christian, de gentils garçons passionnés de musique. Il n'y a rien de plus important que la musique. Si, les filles. Avoir joué le côté Hélène, star, très fifi, très girly, et avoir joué le côté garçon avec tout le monde qui avait
un truc très fort. Bah, du coup, on s'est tous fait prendre au jeu, quoi. On avait tous, il y avait une identification assez rapide qui s'est faite sur chacun d'entre eux. Et du coup, je pense que toute une génération est partie dans la série et j'étais le premier à y aller. Hein. Je me suis toujours identifiée à Hélène, évidemment, la star de la série. J'avais envie de me laisser pousser les cheveux pour avoir la même belle chevelure blonde comme les blés, comme Hélène. Et tenter en tout cas d'être une amie comme elle l'est dans les séries. Hélène, c'était la bonne copine, jolie, toujours bien coiffée, toujours mignonne, voilà, bien polie, bien peignée. Voilà, ça. Il y avait un côté grande sœur idéale pour les petites filles, je pense, un côté un peu princesse. Voilà, elle pleurait un peu, elle avait des petites peines de cœur. C'était un personnage finalement qui représentait sans doute la jeune fille française idéalisée pour la famille. Ça va, Hélène ? Hélène et Nicolas deviennent très vite le couple emblématique de la série. Cathy tombe dans les bras du gentil Étienne. Et l'excentrique Johanna n'a Dieu que pour son. Reculez-moi. Excusez-moi, vous ne savez pas, Johanna ? Non, c'est fini pour aujourd'hui, allez-y. Merci. Rapidement, de nouveaux personnages font leur apparition. Salut, moi c'est Johanna et toi? José. Bénédicte. Et vous êtes à la fac? Oui, en seconde année, et toi? Moi en première. Salut tout le monde. Les amis, je vous présente Lélie. Lélie, je vous présente les amis. Je vous présente Sébastien, notre nouveau bassiste, et sa fiancée Linda. Mais aussi Adeline chez les filles, Olivier et Christophe chez les garçons. Vous buvez quelque chose? Bah oui, jus d'orange. Deux. À moi, un pêche melba, j'ai rien mangé à midi. Dans ce petit monde acidulé où les jeunes sont adeptes de jus de fruits à la cafette, on fait du sport, on parle chiffon. Je ne sais pas comment est fichu José, mais aucun des pantalons que je lui ai fait essayer ne lui va. Et on fait de la musique dans un garage. Bref, une bande d'amis, tout ce qu'il y a de plus normal. Des jeunes, beaux et gentils, quoique peut-être un peu lisses parfois. Arrêtez les amoureuses. Continuez à roucouler, on ne saura jamais comment Nicolas a échappé à sa coupe réglementaire. Ils m'ont fait des brushings. Parce que j'ai pas les cheveux raides du tout. Et j'ignore pour quelle raison ils voulaient absolument que j'ai ce côté lisse. Alors je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'était un cauchemar tous les matins. Ces grandes séances de séchoir à cheveux, à me tirer sur les poils là. Il y avait quand même un ton qui était au tout début qui était assez pas aseptisé mais qui était très doux. Avec des thématiques qui s'adressaient vraiment aux enfants et on sentait bien qu'il y avait une vraie intention de ne pas choquer la ménagère de moins de 50 ans avec ses enfants. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'ils ne faisaient rien, finalement. Ils étaient toujours à la cafette, ils étaient toujours en train de discuter, en train de se maquiller, de se coiffer pour les filles, en train de jouer de la musique pour les garçons. Je crois que je ne les ai jamais vus réviser un examen. Moi, j'ai jamais vu des étudiants aussi feignants que les étudiants d'Hélène et les garçons. C'est ça qui me faisait marrer. C'était vraiment, il y avait un côté monde parallèle, mais ce qui était drôle. Tu serais mis au travail? Et ça marche. Dès son lancement, la série connaît un succès sans précédent. C'était des programmes qui étaient dédiés à la jeunesse, donc qui ne devaient pas forcément faire de bruit. Et là, tout d'un coup, je crois que ça s'est produit, ça a été très rapide. L'audience de Hélène et les garçons s'est enflammée en moins de 3 semaines. Il faut imaginer que ça faisait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs, on était à 52% de part de marché. À un moment, il y avait même 90% sur les femmes. Et il s'est passé un truc surprenant, c'est que le public n'était pas seulement les enfants, mais tout le reste de la famille. C'est-à-dire que les mamans, les grands-mères, tout le monde était derrière son poste à 18h. À cette heure-là, pour les collégiens, les enfants et les jeunes ados, il n'y avait rien d'autre. Donc obligatoirement, on était tous dans un tunnel de consommation qui était TF1. Après l'école, on regarde TF1 parce que l'accès jeunesse était là. Ce n'est pas encore le festival du film sur la Croisette, c'est plus fort que ça. La police cannoise submergée par un nuage d'adolescents en folie qui rompent les barrages devant le palais du festival. La France devient accro à l'univers carton-pâte d'Hélène et les garçons. Bain de foule, autographes, séances photos. Un succès colossal et tellement rapide qu'il surprend tout le monde. C'est beaucoup d'amour qui arrive d'un seul coup et ça fait bizarre comme sensation, mais c'est agréable. Ça a été une surprise et un raz-de-marée qui nous est arrivé sur la tête. On n'était pas préparés à tout ce barouf et puis c'était trop, c'était trop. Puis on était des mômes, donc on était un petit peu le copain, le petit frère de tout le monde. Ça parle des problèmes de la vie, moi je trouve. Ça parle des problèmes des garçons, des filles, des problèmes de couple. En rentrant dans une presse pour voir, j'avais tous les magazines télé où il y avait ma photo dessus.
Il n'y en avait pas un où il n'y avait pas ma photo. Et je m'étais dit, tiens, celui qui m'aime pas, il est quand même obligé de m'acheter. Véritable phénomène de société, la série prend possession des cours d'école et des salles de classe. Qui ne l'a jamais regardé? Difficile de passer à côté du tsunami, romantique aux chevelus. Moi je trouve que c'est pas honteux de voir Hélène et les garçons parce que moi je pense que tout le monde regarde au moins 1 ou 2 fois par semaine. D'autres regardent 4 comme ça. Mais je trouve... Mais non, mais je dis que tout le monde regarde quoi. Moi je parle avec plein de copains puis ils regardent. Puis il faut pas dire juste pour se croire supérieur aux autres, ouais je regarde pas Hélène, c'est pour les nuls. Si la vie elle est toujours cool, on n'a jamais d'histoire, c'est pas la vie quoi. Pour Hélène, il n'y a presque jamais de dispute et c'est tout le temps les autres et elle est toujours la sainte mère à tout arranger. Dans ce concept de série, c'est pas les scénarios qui sont réellement importants, je crois que c'est plus l'ambiance qui règne là-dedans. Et je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. Je pense que la série a marqué les gens parce qu'il y avait jusqu'à maintenant assez peu de séries en France qui montraient tous les soirs des gens d'une nouvelle génération, des jeunes, comme ça dans une forme de sitcom dont on suivait les aventures tous les soirs. Regarde Lily, tu crois pas? Je crois pas que Sébastien est formidable. Tu sais, moi, les musiciens comme ça m'a donné des frissons partout. Oui. Ouais. Tiens, ça te dérange pas de te mettre près de lui? Comme ça, je veux faire une photo de vous deux, ensemble. Hein? C'était mignon, c'était frais, c'était des histoires sentimentales. Voilà, c'est pour ça aussi que ça a plu, je pense. Il y en a qui ont appris. Quand on se fait tromper, qu'on pleure, que ses copines nous réconfortent. Enfin, voilà, tout ça. C'est des histoires de la vie. Après l'école, une journée d'école, c'est fatigant, ça détend, ça repose. Puis ça raconte un peu la vie des gens. Ça reflète bien les problèmes des jeunes. Ils répondent à beaucoup de questions, ouais, ça... Parce que le sujet principal du feuilleton, c'est les problèmes sentimentaux. Ouais, c'est ça, ouais c'est vrai. En général, il y a que ça. Les problèmes de drogue, les régimes, le poids, quoi. Ça reflète tout, quoi. Ça explique tout. Malgré la réputation fleur bleue de la série, certains épisodes d'Hélène et les garçons dépeignent pourtant parfois une réalité plus sombre et moins idyllique. Drogue, secte ou maladie grave. Du rêve, oui, mais pas uniquement. Nicolas, non, ça va pas d'entrer comme ça. Et elle apprend une nouvelle terrifiante. Quoi encore? Christian, il se drogue. Quoi? Non mais ça va pas ou quoi, vous déraillez? Non, c'est pas vrai. Plus le temps a passé, plus les épisodes sont enchaînés, plus effectivement il y a un ton qui est devenu un petit peu plus profond, ils sont rentrés dans d'autres thématiques. Et il y en a une qui m'avait choqué, c'est Cricri, qui était quand même l'un des super-héros de la série. Et bah, Cricri est rentré dans un truc de drogue et il est passé un petit peu délinquant et tout ça. Ça m'a choqué. Je le voyais pas comme ça, Cricri. Et c'est vrai qu'il devienne un petit peu, pas junkie, mais qu'il tombe dans la drogue et qu'il soit affiché, que ses potes foncent dans l'histoire et que ça prenne quand même pas mal d'épisodes. Ça m'avait un petit peu heurté par rapport à la série et la ligne éditoriale qui était mise depuis le début. C'est super la drogue. Quand tout va mal, tout d'un coup, tout s'efface. Je suis heureux. Plus rien peut plus m'atteindre. Même Johanna. Plus jamais elle me fera souffrir. Arrête. Arrête ça, je vais te tuer! Cricri d'amour en pleine descente aux enfers passe encore. Mais lorsque c'est Hélène, qui bien malgré elle consomme des substances illicites, la chaîne décide de ne pas diffuser les épisodes pour préserver l'image de son héroïne. Pas une petite part? Ces derniers se retrouveront pourtant à la télévision belge et suisse. Je veux bien, c'est vrai, j'ai un peu faim, merci. Regarde, juste un tout petit morceau de gâteau, t'as vu comment ça peut changer une fille? Ouais, ça dépend. Allez, embrasse-moi. Honnêtement, c'était un petit peu osé, parce que c'est vrai qu'on est au milieu des années 90, début des années 90, et il y a plein de questions qui sont abordées dans Hélène et les garçons, qui étaient des vrais sujets de société finalement. Et on avait un peu l'impression que c'était uniquement des épisodes un petit peu à l'eau de rose, un petit peu légers, mais il y avait des relations de couple, la place de la femme qui était mise particulièrement en avant. Au fil des saisons, Hélène et les garçons maintient aisément la barre des 6 millions de téléspectateurs quotidiens. Et ce succès finit par en agacer certains. Histoire simpliste, rire enregistré, décor en papier mâché ou comédien bas de gamme. La série subit une avalanche de critiques. Moi, tout me glissait dessus. Je regardais rien, je lisais rien. Et puis les critiques, c'était la vie d'une personne en fait. Donc ça m'était un peu égal. C'est le jeu de nos métiers que de critiquer ce qui semble peut-être pour certains plus facile à faire.
Et surtout quand ça marche, eh ben on est très exposé et peut-être que quelque part le succès pour certains qui semble facile peut déranger, peut déplaire, et alors on critique. C'est presque le bonheur. Le seul problème, c'est pour respirer. Si je te tiens si fort, c'est parce que je t'aime encore plus fort. La série était accusée d'être complètement débile et d'abêtir le public, le jeune public notamment. Honnêtement, il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses et d'estimer que la jeunesse était en danger à cause d'Hélène et les garçons. C'était entièrement disproportionné. Et quand on revoit les critiques, c'est risible. C'est-à-dire qu'on disait c'est une mauvaise image, le côté mièvre. Enfin, c'est pas des vraies critiques. Après, il y a le jeu d'acteur, effectivement. Mais quand on était gamin, on s'en fichait complètement, quoi. Vous étiez devenu pro quand vous tournez 4 sitcoms par semaine, je suis désolée. Vous devenez plus pro qu'un comédien pétri de talent qui reste chez lui parce que personne ne pense à lui et qui finit par être mauvais le jour où on lui file une demi-journée de tournage. Voilà, je vous avais promis de vous présenter à ma copine Cathy, voilà, c'est fait. Bonjour Cathy. Hélène porte le même nom sur scène et dans la vie. En quelques années, cette jeune fille est devenue l'idole de millions de jeunes. La sitcom est un tel phénomène qu'elle en devient même un sujet d'étude. Sociologues et sémiologues analysent et décortiquent personnages, dialogues et scénarios et tentent de rationaliser l'engouement populaire que provoque Hélène et les garçons. Quand on présente comme représentation de la jeunesse d'aujourd'hui les personnages mièvres et qui n'ont vraiment rien à dire d'Hélène et les garçons, on peut difficilement associer ça à autre chose qu'une régression culturelle. Moi, ça me fait toujours marrer quand des experts commencent à vouloir analyser à la télévision des gens qui sont souvent très très éloignés de cet univers-là, qui commencent à s'intéresser, à se poser des questions sur le truc. Mais c'est ce qu'on a observé avec Hélène et les garçons. C'est vrai que c'est assez incroyable. Hélène et les garçons, c'est la sitcom la plus culte de l'histoire d'AB Productions. Celle qui a véritablement marqué toute une génération. Honnêtement, je crois que ça m'a aidé à croire en l'amour aussi. Et je pense que c'était une chance de pouvoir être bercée par Hélène et les garçons plutôt que par d'autres programmes qui existent aujourd'hui. Parce que nous aussi, on avait envie de rencontrer notre Nicolas ou notre cri-cri d'amour. Et que c'était un message positif qui peut paraître niais parfois. Mais cette niaiserie, je trouve qu'elle est plutôt avec beaucoup d'optimisme. Dans l'espoir de trouver son prince charmant, de construire sa vie entourée d'amis. Et oui, la vie peut être un peu au pays des bisounours, mais je trouve qu'elle est plus belle quand elle est comme ça, en fait. J'ai créé une association après AB, et encore aujourd'hui, quand je vais dans un ministère et qu'on me demande, ou je sais pas, quand je dis ancienne directrice de casting d'AB, tout le monde, enfin, autour de la table, dit « Ah, elle a des garçons », enfin, voilà, c'est un phénomène de société. Preuve de son succès, des parodies d'Hélène et les garçons sont apparues dès le lancement de la série, comme cette version de Sexy Zap, Caroline et ses copains. Bon, on s'ennuie pas ici. On est en train d'offrir son cadeau à Alex. Mais il est où ce cadeau? C'est nous le cadeau. Plus récemment, Kian Kojandi y fait également référence dans l'un des épisodes de Bref. Wow, c'était vraiment une super répète, les copains. Ouais, enfin, heureusement que j'étais là. Mais où sont nos copines? Elles arrivent toujours à la fin de la répète, d'habitude. C'est bien vrai, je ne te le fais pas dire. Oh non, Kairon a encore baisé nos copines. 1, 2, 3, 4. Il n'y a jamais une chanson entière dans ce groupe. C'est soit le début, soit la fin. Et j'imaginais un album, à l'époque, avec que des débuts et que des fins de chansons. Mais vraiment. Si la série fascine encore aujourd'hui des milliers de personnes, ce n'est pas uniquement pour les beaux yeux d'Hélène Rollès. Question, mystère ou incohérence. L'heure est venue pour certains d'ôter enfin le poids qu'ils ont sur le cœur depuis de nombreuses années. Quand ils étaient dans le restaurant, là, ils se mettaient tous en arc de cercle et il y avait jamais du monde autour de la table. Ils étaient tous du même côté de la table. T'avais envie de leur dire, mais les gars, vous êtes au restaurant, mettez-vous... Mais après, j'ai découvert que c'était pour des axes caméra. Et aussi, dans les verres, il y avait des couleurs qui n'existaient pas. Ces étudiants ont de la chance
Parce qu'ils ont une cafette, le matin, le midi, comme tout le monde, qui le soir se transforme en restaurant gastronomique chez Alfredo, pour le même prix, j'imagine. C'était génial. Le soir, ça prenait une tournure, ce truc. Ah, j'aurais adoré aller chez Alfredo. Au bout de 280 épisodes dans la résidence universitaire, Hélène et ses amis font leur valise. Changement de décor et de nom. La série fait peau neuve, c'est la naissance du miracle de l'amour. C'est bon de se sentir chez soi. Oh oui, les filles, on commence une nouvelle vie. Ouais. Le miracle de l'amour, c'était des étudiants toujours, mais qui décidaient, au lieu d'habiter en chambre d'étudiants, de prendre une grande maison et d'habiter tous ensemble. C'était des colocataires. Dans le miracle de l'amour, on retrouve bien sûr les personnages principaux d'Hélène et les garçons, le garage, la cafette et de plus en plus de scènes tournées en extérieur. Une fois encore, ce sont essentiellement les histoires d'amour qui rythment la série. Au fil des épisodes, les couples se forment, se déchirent et se réconcilient. C'est parce que Christophe, il est encore amoureux d'Adeline. Lali, tu vas pas recommencer. C'est grâce à Jimmy, l'un des nouveaux personnages arrivés récemment dans la série, que le destin du groupe va encore basculer. Comment ça s'appelle? Des tickets de Karimbo. Donne-moi ça tout de suite. Non. Alors? Alors pas en vacances. Non. C'est un peu comme une récompense. Après 159 épisodes, la série fait une nouvelle fois peau neuve. Mais cette fois, les comédiens quittent les studios de la Plaine Saint-Denis. Direction le Soleil de Saint-Martin, ou plutôt Love Island. Bienvenue dans... Les vacances de l'amour. Ça a été une transition, mais géniale. Parce que ça faisait quoi, 3 ans qu'on tournait en studio. Et à un moment, Jean-Luc arrive et nous dit « Je pense qu'on va partir aux Caraïbes ». Et on était fous de joie, quoi. C'est tout rouge. Mais non, je suis pas rouge. Je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis brun, je crains pas le soleil. Ah bah ça portait bien son nom, c'était les vacances de l'amour. Ah, pour nous, c'était vraiment des vacances. De temps en temps, il fallait bosser. Mais enfin bon, c'est comment se plaindre quand on bosse sous les cocotiers, qu'on fait le métier pendant des années comme ça, qu'on fait le métier qu'on aime, avec que des filles en maillot de bain partout, on n'avait pas pleuré. Pas mal. C'est quoi tu parles? Petit garçon qui est là-bas, il est mignon, non? C'est comme si tu lâchais des enfants dans une cour de récréation. On a passé quoi 3-4 ans à tourner comme ça en studio et là, c'était vraiment génial. Il va falloir que je m'organise, moi. C'est vrai que les gens nous voyaient au bord de la mer, en petite tenue, en maillot, bronzé et tout, mais ce sont des vraies journées de travail, quoi. On va se baigner? D'accord. C'est dans ce cadre idyllique que la bande d'amis la plus populaire de la fiction française poursuit ses aventures. De nouveaux personnages viennent agrémenter les intrigues. Jeanne, une riche héritière au passé mystérieux, fait son entrée dans la série. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux parler d'eux comme ça. Peter Watson, un méchant milliardaire, promoteur immobilier, débarque lui aussi sur Love Island. Combien pour vos bijoux, là? Lesquels? Tous. Je les veux tous. 10 000 $, ça vous va? Je suis rentré là-dedans comme étant le méchant qui voulait absolument tout bétonner sur l'île, l'empêcheur de tourner en rond, j'avais de l'argent, enfin j'étais absolument infect. Et donc voilà, ça arrivait plutôt à point nommé. Moi j'ai bien aimé effectivement intégrer la série pour prendre le contre-pied de tout ce qui se faisait dedans. Moi aussi. Avec sa sœur, Eve Watson, ils forment un couple infernal, troublant et machiavélique. Si les histoires d'amour sont toujours le fil conducteur de la série, dans cette version tropicale, plus adulte, les intrigues policières et les scènes d'action deviennent monnaie courante. Pour les comédiens, certains sont même devenus cultes. Je retiens une séquence qui m'a marqué à vie. C'était avec Lali. Attends, mais c'est quoi le problème, là? Et on simulait un crash. Oh non, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Et je me souviendrai toujours, donc c'était ultra dramatique, on était pétrifiés, on allait mourir. Et on commençait à hurler. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Essayez de se poser, calme-toi.
Sans moteur, oui. Et en fait, tout ça au sol, avec 4 assistants, 2 sur les flotteurs de devant qui faisaient bouger le truc. Donc on devait dire notre texte avec les 2 têtes qui passaient comme ça devant le hublot. On en avait 2 sur les côtés pour faire bouger l'hydravion comme ça. C'était juste impossible de se concentrer et d'être dans cette espèce d'immédiateté de l'accident. Et donc, on était super concentrés avec la ligne. Faut pas rire, faut pas qu'on se marre, faut pas de fou rire. Et on devait donc simultanément toutes les deux faire un espèce d'amortissement brutal pour simuler le crash. Et on ne tenait pas 2 secondes, on éclatait, mais on partait dans un fou rire à chaque fois. C'était irrésistible. Mais bon, on a quand même réussi à la mettre en boîte, quoi. Je remercie ce jour où nous sommes enfin tous réunis à Love Island. Je profite pour vous dire que vous êtes tous des amis formidables et que je vous aime. Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour, ce qui n'est encore qu'une trilogie en 2004 affiche 599 épisodes au compteur. Des centaines de figurants et de second rôles, et une bande d'amis réunis depuis la première heure. Hélène Rollès, qui interprète Hélène, une jeune étudiante en sociologie, petite amie de Nicolas dans la série culte d'AB Hélène et les garçons, n'est pas devenue star du petit écran par hasard, puisqu'elle débute sa carrière en 1979 au cinéma. J'avais 12 ans, ma grand-mère a vu une petite annonce dans un magazine, et voilà, qui cherchait une petite fille blonde aux yeux bleus. Elle m'a dit, il faut que tu y ailles. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas les yeux bleus. Elle me dit, c'est pas grave. Et on était 4000 petites filles, ils m'ont choisi. Voilà. Hélène tourne son premier film, Le Mouton Noir, de Jean-Pierre Moscardo, aux côtés de Jacques Dutronc. Tu toujours en classe, bien sûr. Oui, en 4e. Ouais. Au Mans? Ouais, au plateau. Au plateau. Et tu aimerais maintenant faire ce métier? Je sais pas si ça se représente, oui. En fait, j'ai fait ça, puis après, je suis retournée à l'école, sagement. C'était juste une expérience. Mais son parcours professionnel prend une toute autre envergure lorsqu'Hélène fait la rencontre de Dorothée et de Jean-Luc Azoulay. Ma première rencontre avec Hélène, c'était au Mans, pour un gala de Dorothée. La mère d'Hélène était organisatrice de spectacles de temps en temps. Donc elle avait organisé ce spectacle. Et donc on arrive au Mans, elle nous dit, écoutez, Gérard Salès et moi, enfin moi, j'ai ma fille qui chante, vous voulez pas l'écouter? Je fais oui, bon d'accord, parce que ça arrive sans arrêt. Et elle me dit, bon alors je lui dis, vous voulez... Et à ce moment-là, je vois Hélène, qui était au catering, en train de nous servir à manger, parce que toute la famille mettait la main à la pâte. Et je m'aperçois qu'elle est très mignonne. Ça commence déjà à m'intéresser. Je vois Gérard Salès, je dis, tu vois, c'est elle. Ah, c'est vrai qu'elle a beaucoup de charme, qu'elle est mignonne. Et là, Jean-Luc est venu me voir en me disant, c'est toi qui veux chanter? J'avais mon tablier de cuisine. Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas? Enfin, j'avais jamais dit ça, hein, mais bon. Et donc, à la fin du concert de Dorothée, il m'a fait monter sur la scène. Et là, il y avait Gérard Salès au piano. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Eh bien, je sais pas, je connais une chanson... je vais chanter Maman. Maman, quelle est dans ce tourment? Maman. Et oui, sympa. Petit grain de voix sympa, etc. Donc voilà, on s'est dit, ah, cette fille a quelque chose. Puis après, on est rentré à Paris. On a un petit peu oublié ça. Et quelques mois après, avec Gérard, on se réunissait régulièrement pour faire des chansons pour Dorothée, pour Emmanuel, pour les Musclés, enfin pour toute notre petite équipe. Et on fait une chanson qui s'appelle Dans ses grands yeux verts. Et on s'est dit, ça pour Dorothée, non, c'est pas le style de Dorothée, c'est pas le style d'Emmanuel non plus. Et à ce moment-là, je dis, mais attends, la fille qu'on a vue au Mans, Hélène, là, tu te souviens? Elle était romantique, elle joue de la guitare, c'est tout à fait son style. Donc on a rappelé Hélène, qui est arrivée le lendemain avec sa mère. On lui a dit, voilà, on t'a trouvé une chanson, et ça a démarré comme ça. Hélène enregistre son premier titre en 1988, Dans ses grands yeux verts. J'ai vu mes rêves d'enfant soudain réalisés. Malgré un premier succès honorable, la carrière de la chanteuse n'est pas encore lancée. Mais Jean-Luc Azoulay l'intègre tout de même dans l'équipe d'AB.
Hélène travaille dans les coulisses de la maison de production, enregistre d'autres singles, de nouvelles chansons et des génériques de dessins animés et participe à différentes comédies musicales. Mais moi, je me disais, bon, s'il ne se passe pas plus de choses que ça, je vais faire autre chose. Donc, j'ai toujours voulu faire autre chose. Et Jean-Luc me dit, non, tu vas faire un rôle dans Premier baiser. Je dis, bon. Alors, il m'a fait faire un rôle, la grande sœur de Justine. Et puis, il a été surpris de voir que tout le monde écrivait pour me voir plus. Le personnage d'Hélène prend de l'ampleur et Jean-Luc Azoulay crée la sitcom française la plus marquante de ces 20 dernières années, Hélène et les garçons, dont elle tient le rôle principal. Le succès est fulgurant et sa carrière de chanteuse d'école. C'est à cette époque que Jean-Luc Azoulay, alias Jean-François Porry, écrit pour Hélène ce qui va devenir son plus grand succès. Je suis arrivée un jour, il m'a dit, tiens, voilà, c'est ta chanson. Je lui ai dit, Jean-Luc, t'es sûr? Hélène, je m'appelle Hélène. Il me dit, oui, oui. Et puis voilà, c'est incroyable. Elle a eu un succès énorme, cette chanson. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Un album triple disque de platine, des représentations au Zénith de Paris, puis à Bercy, une tournée en France, Belgique, Suisse et même en Norvège, une nomination en 1994 aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année. Entre la chanson et la série, Hélène devient une véritable star. Elle garde de cette période un souvenir encore palpable. On ne peut pas s'attendre à un succès comme ça, c'est impossible. Sinon, on ferait que des succès comme ça, si on savait les faire. Je ne sais pas si je me rendais bien compte, parce que j'étais vraiment au milieu de ce tourbillon-là, et j'ai travaillé du mieux que j'ai pu. Voilà, maintenant, c'est les gens qui ont décidé, hein. C'est eux qui décident. Le producteur, Jean-Luc Azoulay, a cerné l'artiste, puisque dans le cas d'Hélène, il ne s'agit pas vraiment d'un rôle de composition. Il était très calqué sur moi. Jean-Luc a écrit Hélène comme je suis, en fait, plus ou moins. Plus ou moins. Je suis une fille comme les autres. Ben oui, je le pense, hein, heureusement. Grâce à ce personnage taillé sur mesure et à ses chansons à succès, Hélène Rollès devient une star internationale, notamment en Chine où sa chanson « Je m'appelle Hélène » est un véritable tube et connaît différentes reprises par des artistes locaux. Hélène, je m'appelle Hélène, c'est la chanson française la plus connue en Chine. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Hélène, 是一叠昨天你给的抱歉，多想没听见。Hélène, 是一条铁线，只收到从前回你的画面。 a touché des millions de Chinois et je pense que c'est encore plus connu que la vie en rose en Chine. Il y a beaucoup de Chinois qui ne connaissent pas la vie en rose, mais tout le monde connaît Je m'appelle Hélène. C'est drôle. Et ça, c'est incroyable, je trouve. Ah oui, c'est incroyable, mais on sait pas vraiment d'où c'est venu, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est pas, par hasard. Ouais, ça s'est propagé. Les deux premières chansons françaises d'amour qu'on trouve en Chine, eh ben, c'est les chansons d'Hélène. Je m'appelle Hélène, ce train qui s'en va. Voilà, on aura tout vu. Nous, on ne l'a pas sorti là-bas. Donc, ils supposent que ce sont des étudiants chinois en France qui sont arrivés à l'époque de cette chanson, qui l'ont aimée et qui sont repartis en Chine avec. Quand j'allais à l'université, tous mes amis écoutaient cette chanson. Et la copine avec qui je partageais ma chambre l'avait comme sonnerie de réveil. Donc je me réveillais tous les matins avec cette chanson. On l'entendait vraiment partout à cette époque. C'est vrai que Hélène en chinois, ça veut dire affection. Hélène, donc phonétiquement. Peut-être c'est ça. Et puis aussi, quand tu leur demandes, ils aiment ma voix, ils aiment la sincérité de ma voix. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. C'est assez touchant et drôle. Moi, j'adore cette chanson parce qu'elle est très douce. À chaque fois, quand j'avais un coup de blues, je la mettais et ça allait mieux. En France, Hélène continue à enchaîner les concerts et les tournages sans interruption. Suite au tournage quotidien d'Hélène et les garçons et du Miracle de l'amour, Hélène décide de quitter la série, les scènes de concert et le show business pour se consacrer à sa vie personnelle. Tu vas nous manquer. Bah, c'est gentil. Vous aussi, vous allez me manquer. Donc la vie showbiz, tournée, concert, c'est tout provisoire?
C'est pas provisoire, c'est mon métier. Mais pour moi, c'est pas la vie. J'avais besoin sûrement de me retrouver, mais je me suis jamais dit que j'allais tout arrêter. Non, ça n'a pas été dans ce sens. Parce que j'adore ça, donc. Mais j'ai fait une pause, oui, j'avais besoin. Après un repos bien mérité, Hélène réintègre la série Les Vacances de l'amour en 2000. Lorsque la série s'arrête en 2004, Hélène met à nouveau sa vie publique entre parenthèses. Quand tu passes plus à la télé, les gens t'oublient rapidement, en fait. Et moi, je m'étais dit, oh ça, et bon, voilà, j'ai arrêté, ils vont m'oublier. Puis... Et en fait, non, j'ai été vraiment surprise de voir qu'ils m'attendaient. Enfin, il y en a qui me le disaient clairement, mais je pensais pas que c'était à ce point, quoi. Parce que quand on voit le succès de la série aujourd'hui, c'est touchant, hein, ça fait vraiment plaisir. Hélène, ça me fait trop plaisir de te voir. Moi aussi, Christian. Hélène Rollès fait son grand retour en 2011. Elle reprend son rôle d'Hélène Girard dans la série Les Mystères de l'amour, fait sa rentrée musicale avec un nouvel album et des concerts à l'Olympia début 2012. Toujours très populaire en Chine, notamment grâce à son titre Je m'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène, ceci son affaire, comment les soirs. L'artiste est invité début 2014 au grand show du Nouvel An d'une grande chaîne de la télévision chinoise. Beijing TV a invité Hélène pour chanter sa fameuse chanson Je m'appelle Hélène. Et c'est pour la première fois les Chinois vont voir Hélène chanter cette chanson live. L'occasion pour le public chinois de rencontrer l'interprète d'une chanson extrêmement populaire depuis 20 ans et dont ils ne connaissent peu ou pas encore le visage. Ah, j'ai jamais vu la chanteuse de cette chanson, mais j'apprécie vraiment sa musique. Je connais très bien cette chanson, mais je ne sais pas du tout qui la chante. Je ne parle pas français, mais je trouve la mélodie vraiment très belle. J'ai entendu cette chanson pour la première fois quand j'étais au collège. Et en faisant des recherches sur le net, j'ai juste appris que la chanteuse s'appelait Hélène. Mais pas moyen de trouver sa photo. Personne ne m'attend le soir quand je rentre tard. Personne ne fait battre mon cœur lorsque s'éteignent les projecteurs. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Je suis ravie, étonnée et honorée de venir ici et d'avoir un accueil comme ça et d'avoir cette chance de pouvoir connaître la Chine. J'aurais jamais imaginé ça. Ça, c'est la musique, je pense. Ouais. Il n'y a pas d'explication. Ça touche les gens comme ça. Un an plus tard, fin 2015, Hélène entame une grande tournée pendant plus d'un mois à travers la Chine. L'occasion pour l'artiste de rencontrer un nouveau public. En 2016, Hélène sort son 9e album studio et retrouve la scène de l'Olympia. Si je pouvais effacer le passé et tout recommencer, bien sûr je le ferais. Et je te dirais, je t'aime, je t'aimerais. Ça pourrait tout changer. Si la diffusion de la sitcom Hélène et les garçons propulse Hélène au devant de la scène médiatique, c'est aussi grâce à Patrick Puygba, plus connu sous le prénom de Nicolas. Tous deux incarnent à l'écran le couple le plus emblématique des sitcoms d'AB. Et alors qu'il prend des cours de théâtre, c'est en 1992 que Patrick Puygba passe un casting qui va changer sa vie et le faire entrer dans les studios d'AB. C'était les années 90, j'étais très branché techno, tout ça, et donc j'étais allé dans une rave au Bourget. Et puis au petit matin, après avoir dansé pendant des heures et avoir fait le foufou avec mes copains, on traverse comme ça la plaine Saint-Denis, donc on passe devant les studios et mes copains m'ont insisté pour que je fasse le casting. Donc j'étais pas frais, mais j'y suis quand même allé. Et puis contre toute attente, j'ai été retenu. À ce moment précis, le couple mythique des séries pour la jeunesse vient de naître. Et Patrick Puygba découvre les exigences de la production, un univers de rigueur dont il doit rapidement assimiler les codes. C'était des épisodes de 26 minutes, et là on en tournait un par jour. Donc c'était beaucoup de boulot, mais enfin c'était très orchestré.
C'était en studio, donc on passait de décor en décor. Tout était très bien mis en place. C'était efficace, mais c'était long. Mais enfin, on avait 20 balais, c'était tout nouveau, tout beau. Et puis on voyait pas le temps passer, donc on bossait d'arrache-pied. Moi, je crois qu'on s'en rendait pas vraiment compte. Malgré un rythme de travail effréné, le jeune comédien manque de concentration. Et sur les plateaux de tournage, sa réputation le précède. Moi, j'étais un peu le spécialiste des retards, je faisais beaucoup la fête, je m'endormais. Il m'est arrivé à 2 reprises de m'endormir pendant les scènes. Voilà, j'en suis pas très fier. Faut reconnaître, hein, c'est pas terrible. Hein. En 2004, la série Les Vacances de l'amour s'arrête. Commence alors une période pas forcément évidente à vivre pour le comédien. Se retrouver chez soi, seul, sans ces voyages, ce rythme de tournage, tout ça. Ce coup, tout est devenu très calme. On était un peu dans l'œil du cyclone. Et c'est un peu démoralisant. Ouais. En 2010, Patrick Puydebas propose une idée un peu folle à Jean-Luc Azoulay. Le producteur historique de la saga, Hélène et les garçons. M'est venue l'idée folle de reconstituer l'équipe et de repartir sur les mystères de l'amour, enfin ce qui est devenu les mystères de l'amour. Voilà, donc je suis allé enquiquiner Jean-Luc comme ça. Le temps de le convaincre, ça n'a pas été très long. Je crois que lui aussi en avait très envie, puis voilà, où nous en sommes aujourd'hui. Le comédien a donc retrouvé aujourd'hui son personnage fétiche de Nicolas, qui vit des rebondissements qui ne manquent pas de mordant. Si je vivais la moitié de ce que vit ce personnage, je finirais sur un divan avec un spécialiste. Entouré de nombreux personnages féminins dans la série, le comédien ne semble pas laisser non plus ses partenaires féminines insensibles. Bien évidemment, quand tu joues face à Patrick, Nicolas, qui lui a un sex appeal inépuisable, dès qu'il te regarde dans les yeux, bien évidemment, t'es allumé comme une batterie. Donc c'est toujours plaisant de jouer avec lui. Avant, il n'était pas libre, il n'était pas comme ça. Là, il a pris de l'âge, je ne sais pas, il a un truc. C'est peut-être ces petites ridules comme ça autour des yeux. On va être des amis modernes, des sexuels. On parle plus d'amour, parce que tu es amoureux de ta Jeanne. Mais tu continues à me faire l'amour régulièrement. Quand je suis arrivée la première fois, j'ai tourné avec Patrick, qui a été très cool et qui m'a tout de suite décontractée. Et qui m'a dit, bon, tu vas voir, c'est très sympa. On va bien s'amuser. En plus, c'était une scène de voiture. Et d'un seul coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais t'es dans une voiture avec Patrick Puydebas. Moi, ça vous ennuie pas si je continue un petit peu sur la route avant de vous déposer? Non, pas du tout. Si je reste avec vous. Un véritable bourreau des cœurs, ce Nicolas. Et ça ne date pas d'hier. C'était, comment dire, mon petit secret. J'ai toujours été amoureuse de Nicolas. Et d'ailleurs, quand je rencontrais un garçon qui avait une apparence un peu similaire ou un point commun, je pense que j'ai été attirée par ce genre de garçon parce qu'il ressemblait à Nicolas. Et pour la petite anecdote, après l'élection de Miss France, j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick Puydebas. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller le voir en disant que devenir Miss France et acquérir une petite notoriété pour avoir la chance de rencontrer les idoles de ma jeunesse, ça c'était mon cadeau le plus merveilleux. Réunis à l'écran dès le premier épisode d'Hélène et les garçons, Hélène Rollès et Patrick Puydebas forment le couple par excellence des sitcoms AB. Il y en a même un qui est mignon. Ah bon? Lequel tu préfères? Étienne? Non, Nicolas. J'adore ses yeux. Dès qu'ils se rencontrent, les téléspectateurs se passionnent instantanément pour leur idylle. Si Hélène incarne la douceur, la gentillesse et la mesure, Nicolas incarne quant à lui la fidélité, l'écoute et le respect. Bref, il est un peu le gendre idéal. 18. Eh mais j'ai plus de maquillage. T'en as pas besoin, quoi, Dieu. Au fil des saisons et des épisodes, leur couple devient un fil rouge, indestructible et stable, face aux déboires sentimentaux de leurs amis. Voilà pourquoi, lorsqu'Hélène annonce son départ de la série lors d'un épisode du Miracle de l'amour, les téléspectateurs retiennent leur souffle, sidérés et inquiets pour l'avenir de Nicolas. À nouveau réunis à l'écran pour les vacances de l'amour, leur couple tarde à se reformer. Et pour cause. Sur l'île de Love Island, le petit cœur de Nicolas a succombé. Eh oui, au regard bleu azur de la jolie Jeanne. Ensemble, ils vont vivre une belle histoire d'amour. J'ai peur, Nicolas. De quoi? Je suis tellement heureuse. J'ai l'impression que ça peut pas durer. Impression confirmée puisqu'à la fin de la dernière saison, contre toute attente, notre couple star, magnétisé comme des aimants, se retrouve enfin, comme au bon vieux temps. Je t'aime, Nicolas. Moi, je t'aime aussi. Go!
Go! Quelques années plus tard, les mystères de l'amour succèdent aux vacances de l'amour. Et là, surprise, le rêve se brise une nouvelle fois. Pardon, je repasse. Non, le couple Hélène et Nicolas n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Ça y est, je l'ai. Je l'avais oublié dans le lit. Au revoir, chérie, à ce soir. Au revoir, madame. Dans ce 4e volet de la série, Nicolas vit plusieurs histoires d'amour, notamment avec Ingrid, Fanny, Marie et Jeanne. Bonjour Béné. Bonjour. Bonjour Hélène. Hélène, quant à elle, joue plutôt les célibataires endurcis. Vous êtes encore plus ravissante ce matin. Merci. Comme je savais que vous veniez avec Bénédicte, j'en ai profité pour inviter un ami. Comme ça, vous resterez pas toute seule. Justement, tenez, le voilà. Jusqu'au jour de sa rencontre étonnante avec Peter Watson. Je veux les mettre à genoux, elle et sa bande d'abrutis d'écologistes. Ils essaient de gagner du temps. Que je vois ça. Tu vas fermer ta gueule. Je te tuerai, Watson. T'entends, je te tuerai. Je suis tellement ravi de vous revoir. Malgré leur passé un tant soit peu tendu, la jeune femme va se laisser séduire. Je vais vous avouer quelque chose, je vous trouve très séduisant. Merci, ça me fait... Je n'ai pas fini, je vous trouve très séduisant parce que je vous trouve très intelligent. Et je trouve que c'est la plus belle des qualités chez un homme. C'est avec lui qu'elle se décide d'ailleurs à sauter le pas. Et quand on vous dit sauter le pas, on parle bien sûr de Monsieur le maire, de la robe blanche et du nœud papillon. Bonjour. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour célébrer le mariage de Monsieur Peter Watson et de Mademoiselle Hélène Girard. Je vais donc procéder à cette cérémonie qui unira pour le meilleur et pour le pire Monsieur Watson et Mademoiselle Girard. Mais le sort s'acharne contre le couple et cette union tarde à se sceller. Moi, je m'y oppose. Je m'oppose à ce mariage car je suis moi-même l'épouse de Monsieur Watson depuis près de 15 ans et que nous n'avons toujours pas divorcé. Et oui, Audrey McAllister, le personnage des Vacances de l'amour, incarné par Audrey Moore, fait alors un retour fracassant. C'était assez jouissif en fait. J'ai adoré jouer ça et je pense que ça a surpris tout le monde parce qu'on s'y attendait pas. Et tout à coup, que Audrey McAllister ressurgisse comme ça après toutes ces années, j'ai adoré jouer cette scène-là. Pour moi, elle est assez marquante. Ouais. Autre fait marquant, la révélation que fait Audrey à Nicolas. Ensemble, ils ont eu un enfant dont Nicolas ignorait totalement l'existence. C'est ton fils? Oui, mais c'est aussi le tien, Nicolas. C'est notre enfant à tous les deux. J'aime bien quand tu joues comme ça. Tu sais, quand j'ai composé cette mélodie, j'étais seul un soir à la caserne et j'ai ma guitare, je pensais très fort à toi. C'est venu tout seul. Si t'as besoin de moi, je serai toujours avec toi. Le couple mythique d'Hélène et les garçons finit tout de même par se marier à Love Island en 2016, soit près de 25 ans après s'être rencontrés. Mieux vaut tard que jamais. Autre couple emblématique de la saga depuis 1992, Bénédicte et José. Pour Laure Guibert et Philippe Vasseur, comédien n'est pas au départ leur premier métier. Mais le destin va jouer en leur faveur et leur faire emprunter un tout autre chemin. C'est un peu un conte de fées cette histoire parce que, en fait, je faisais des études, je venais de finir les Beaux-Arts et j'ai fait à Paris une école d'effets spéciaux pour continuer un petit peu après dans le cinéma et les effets spéciaux. Et cette école a donc loué des locaux qui jouxtaient AB Productions. Et le chef d'éco de l'époque est allé voir ce qu'on faisait, parce qu'il aimait bien les effets spéciaux lui aussi. Et il a vu 2 sculptures qu'on était en train de réaliser. Il a dit, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Cette personne. Donc il nous a rencontrés. Et il m'a directement embauché à la déco, chez donc AB Productions. On cherchait des beaux mecs, des belles filles partout et on n'arrivait pas à en trouver assez. Et en passant dans les couloirs, je vois une très jolie jeune fille qui est en train de faire de la peinture. Attendez, là-bas, il y en a un qui est pas mal, regarde. Ah ouais, le super canon. C'était Laure Guibert, donc j'appelle Yves Piret, je lui dis c'est qui? Elle me dit, elle est aux Beaux-Arts, c'est une jeune étudiante. Je dis, mais elle est mignonne, donc on va lui faire passer des tests. Et comme j'étais pas comédienne, je lui ai dit, bah non, enfin j'ai décliné l'offre à la chef casting. Et puis elle m'a dit, écoute, donc elle a pas mal insisté, puis elle a dit, Jean-Luc, aimerait vraiment que tu le passes, et puis on verra, mais passe-le, tente ta chance. Ça m'amuse. Alors d'accord. J'étais pas comédienne, j'avais le trac, et je me dis, bon,
allons-y quoi, on verra bien ce qu'il en sort. J'ai passé le casting. Salut les garçons, c'est vraiment pas pratique que vous n'ayez pas le téléphone. Attends, je recommence parce que là la phrase n'est pas en entier. Salut les garçons, c'est vraiment pas pratique que vous n'ayez pas le téléphone dans le garage. C'est vachement dur de vous joindre quand vous jouez. J'ai été prise. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. T'es vachement musclé. Tu trouves? Tu viens ici souvent? C'est la première fois que je te vois. Alors, je saurais jamais si c'est un assistant qui en a parlé à la directrice de casting de l'époque, c'est-à-dire Aude Messéan, ou si c'est une décision de Jean-Luc, je saurais jamais. Il cherchait donc un personnage avec des cheveux longs et il me voyait tout le temps passer avec ma salopette et mes pinceaux et ils m'ont proposé le casting. Voilà. Et c'est mes camarades de la barbouille de la peinture qui m'ont dit bah, si tu vas pas, c'est que t'es le roi des cons, faut essayer. Donc j'y suis allé, voilà. Je suis arrivée à l'épisode 20, un truc comme ça, comme la petite copine de José. Je t'en veux beaucoup de ne pas m'avoir dit avant que tu as une cousine aussi charmante. Au début, je savais pas trop, j'ai été un peu testée. Donc je me suis dit, bon, ça va durer 2-3 épisodes. Conclusion, 20 ans plus tard, voilà, j'y suis encore. C'est marrant. Aujourd'hui, dans Les Mystères de l'amour, le personnage de Bénédicte est une femme totalement épanouie, ce qui n'était pas vraiment le cas au début de la série. Le personnage du début est un personnage plus en nuances, plus en timidité, plus en soumission, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment la petite copine de José qui s'en prenait plein la tête et qui disait toujours un petit peu amen. Car José, le personnage incarné par Philippe Vasseur, est un dragueur invétéré qui en fait voir de toutes les couleurs à Bénédicte. Un vrai rôle de composition pour le comédien. Bah quoi? T'as jamais vu deux filles toutes nues, hein? Ouais, passer mon temps à embrasser des filles, c'était sympa, ouais. Oh non, José, mais vas-y, continue. Tu veux peut-être que je te donne une lunette astronomique pour me fixer la lune? Enfin, Béné, ça va pas? Oui, non. Tu sais, c'est moi qui dois avoir une mauvaise vue. Oui. Ah oui. Ce personnage, il a évolué. En 20 ans, forcément, Bénédicte est devenue une femme, elle a une fille, elle s'est assise dans la vie, elle s'est installée. Et puis, je crois qu'elle se fait un peu plus respecter. Et puis, elle est beaucoup plus déterminée aujourd'hui, elle se laisse beaucoup moins faire. Ça fait des années que je passe sur tout, ok, tes infidélités, tes mensonges, toutes ces nanas qui te tournent autour et que j'ai toujours ignoré, que j'ai fait semblant de ne pas voir. Alors maintenant, j'en ai marre, tu peux comprendre ça? Je suis à bout. Donc je me casse, ouais. Je récupère ma fille et je me barre. Le couple Bénédicte et José reste encore aujourd'hui l'un des couples les plus marquants de la saga. Malgré les tromperies, les séparations, les reconquêtes durant toutes ces années, c'est dans Les Mystères de l'amour que leur union est enfin scellée par le mariage. Un moment fort pour les personnages, mais également pour les comédiens. Ah, le mariage. Mais ça, c'était absolument génial. C'était un truc de fou. C'était un très, très beau moment, ça. Puis la tenue, tout. C'était vraiment... C'était très émouvant. Ouais, c'est un sacré souvenir, ça. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Oui. Depuis, le couple Béné et José n'existe plus. Béné a retrouvé Jimmy, le père de sa fille, et José est désormais en couple avec Cathy. Mais Béné et José peuvent encore peut-être se retrouver un jour. Qui sait? Sébastien Roch, alias Christian, le célèbre cri-cri d'amour d'Hélène et les garçons, débarque dans la série à sa création en 1992. Ils étaient en bout de casting. J'étais, je crois, le dernier personnage qu'ils cherchaient. Bien, moi je vous propose d'aller voir un coup à la cafette. Et puis ils m'ont dit, tu fais de la batterie, toi, tu saurais tenir une batterie? Il se trouvait que je pratiquais un peu cet instrument à cette époque. Et l'histoire a démarré sur les chapeaux de roue. 48 heures plus tard, j'étais en tournage. Sébastien Roch n'a alors que 20 ans lorsqu'il fait son entrée dans l'équipe d'AB pour interpréter le rôle de Cri-Cri d'amour. Un jeune homme fougueux et décalé, le rigolo de la bande. C'était pas forcément avantageux comme personnage. J'étais entouré par des Apollons, l'un brun, l'autre blond. Je déteste les muscles, c'est laid. Et il fallait que je me défende avec mes armes, donc ça a été plus sur l'humour que j'ai abordé mon personnage. J'ai trouvé ma liberté dans la fantaisie, quoi. Le personnage de Cri-Cri d'amour plaît au public et la notoriété de Sébastien Roch prend très vite de l'ampleur. Le jeune homme devient alors la coqueluche des adolescents. C'est vrai que le succès qu'on a vécu, alors ça a été un truc de dingue, hein. C'était une époque, ça a été des moments fous. Je vais à Lyon pour faire des dédicaces en fait dans un grand magasin de disques. Parce que j'avais sorti mon premier disque à cette époque.
Et là, bah oui, là, une émeute hein, dans une gare. Au mois de juin, le producteur du disque de Sébastien Roch a décidé d'organiser pour la star montante une petite tournée de signature d'autographes en province. Et là, moi, je me vois un peu mal quand même parce que je me vois entouré de je sais pas combien de centaines de nanas qui se mettent à courir vers moi. Et là, j'ai une réaction assez instinctive. Je me suis mis à hurler. Je me suis transformé en Hulk comme ça pour les arrêter, leur dire ça suffit, pour pas qu'elles m'étouffent de leur baiser hystérique. Alors que la série connaît un succès grandissant, Sébastien Roch, en pleine gloire, décide de quitter la production d'AB. Avec des rêves de cinéma et de musique plein la tête. À fleur de peau glissent des mots, quand sur tes lèvres glisse ma peau. Quand sur mes lèvres glisse ta peau. Au bar de jazz. Au bar de jazz. Cri-cri d'amour n'existe plus, c'est ce que vous dites maintenant quand vous signez des autographes en tant que chanteur, mais ça va quand même vous coller à la peau un bon moment. Ouais, non, je dis pas ça, mais encore ce matin, j'ai fait un autographe Cri-cri parce que le mec qui m'a fait signer l'autographe, c'était pour cette petite fille et je vais pas me prendre la tête à lui faire comprendre à lui pour qu'il lui explique à elle que j'ai fait Cri-cri parce qu'elle comprend ça et c'est un symbole pour elle, point. Mais aux yeux des gens d'un métier puis d'un public plus... Parce que les enfants, je leur laisse leur rêve de Cri-cri, mais c'est vrai que moi j'ai envie d'évoluer ou de faire autre chose, quoi. Et pendant plus de 10 ans, le jeune homme élargit ses horizons professionnels en dehors des studios d'AB. À aucun moment, je n'ai regretté d'avoir arrêté à cette époque. Ça m'a vraiment permis de me construire, de faire mes expériences, de travailler avec d'autres personnes, de faire du théâtre, de faire un peu de cinéma, de faire beaucoup de musique. Ta tête, les petits Manon, ouvre les fenêtres à la raison. Oublie Léo, Manon, Bonjour, excusez-moi, je cherche Johanna. Ouais, c'est moi. En 2004, à la fin de la série Les Vacances de l'amour, il retrouve son personnage et ses anciens camarades de jeu. Séduit par ce retour, Sébastien Roch poursuit ensuite l'aventure des Mystères de l'amour, tout en développant d'autres projets en parallèle. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à mener en parallèle ces deux vies, cette vie de clown à la télévision et ma vie de producteur, de jeune producteur de spectacle. T'as pas besoin de danser comme Michael Jackson. Musicien dans l'âme, dans la vie comme dans la série, c'est avec Elsa Esnou, alias Fanny, qu'il incarne un joli couple dans Les Mystères de l'amour. Moi je t'aime comme ça, ma star à moi. Comme lui, la jeune femme est comédienne, mais également chanteuse. Et leur passion commune imprègne leurs histoires. Depuis son arrivée dans la saison 2 des Mystères de l'amour, Fanny Grayson est devenue l'une des figures emblématiques de la série. Bercée depuis sa tendre enfance par les sitcoms AB, Elsa Esnou ne s'en cache pas, elle a grandi au rythme des histoires d'Hélène et les garçons. J'étais petite, je rentrais de l'école, souvent pendant le goûter, je regardais, j'étais fan, j'adorais. Attirée dès son plus jeune âge par la comédie et la musique, à l'époque déjà, la petite Elsa n'a Dieu que pour Hélène Rollès. C'était parce que, avec mes yeux de petite fille, moi je l'admirais avec ses cheveux longs, sa guitare, la musique, moi c'est avec ça que j'aimais en fait. D'une certaine manière, Elsa Esnou a donc réalisé son rêve, celui de rejoindre le clan très fermé d'Hélène et ses amis. Je ressens ça comme un honneur, parce que déjà on me donne la chance de faire ce que j'aime, en plus avec des gens que j'ai toujours admirés, donc c'est vraiment une grande chance, un honneur, une fierté quelque part. Ce que je fais là aujourd'hui, j'en rêve depuis toujours, depuis que je suis née. Alors. Et si dans la série, Fanny est devenue une star de la musique, dans la vie, Elsa Esnou a déjà sorti son deuxième album, un véritable succès. C'est toi qui as mis toute cette musique en moi. C'est gentil, mais je crois que tu l'avais déjà. Attends, ça vient de me donner une idée. Attends, écoute ça. Parce que c'est toi qui as mis toute cette musique en moi. Parce que c'est toi qui fais chanter mon corps encore mieux que ma voix. Un an après le début de la série, Lali Maignan se présente au casting d'Hélène et les garçons presque par hasard. En fait, j'étais mannequin, j'avais une copine qui était mannequin aussi. On voulait un peu diversifier nos activités.
Et elle me dit, oh, j'ai un casting super loin à la Plaine Saint-Denis. Alors j'ai dit, bon, écoute, si tu veux, on y va ensemble. Et pendant qu'elle passait son audition, moi, je voulais m'inscrire pour faire de la figuration. Et on m'a dit, tant que vous êtes là, passez l'audition aussi. Et donc j'ai passé l'audition. Tu peux enlever ton papier. Merci d'être venu me voir. T'habites en France? Oui, j'habite à Paris. Mais tu es d'origine brésilienne. Je suis d'origine. D'accord. Tu serais disponible pour jouer avec nous? Ah oui. Même de façon régulière? Oui, oui. À t'engager sur un rôle important, peut-être avec 2-3 jours de tournage par semaine? Ça dépend. Ce sera envisageable? Oui. D'accord. Mon personnage est quelqu'un de très attachant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui au départ avait d'après moi des qualités techniques. Et on m'a demandé très rapidement de faire de la comédie. Donc il a eu le fardeau de la comédie, c'est pas n'importe quoi. C'était difficile d'introduire quelque chose de comique frais sans faire trop ringard ou trop lourd à côté. Bon. Et pour répondre aux attentes de la production, très rapidement, Lali se donne les moyens d'enrichir son jeu de comédienne. Dès que j'ai mis un pied dans cette production, fatalement, maintenant on gagne un peu de sous, donc fatalement je me suis payé mes cours d'art dramatique. Si son personnage a été créé de toutes pièces par la production, Lali s'inspire de son propre caractère et de toute sa sensibilité pour le rendre attachant. Happy birthday to you. Mon rencœur, ce que t'as fait, t'as tout renversé, c'est pas vrai. Ali, mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Bah, je voulais te faire une petite surprise pour ton anniversaire. T'es canon comme ça. Je mets beaucoup de douceur et ça c'est quelque chose qui m'est très personnel et j'essaie de trouver des stratégies qui fonctionnent plus ou moins, mais j'essaie vraiment de trouver des biais pour que, avec ce que j'aime bien qui est doux dans la vie, de dire les choses franches, de rester toujours honnête, et ça c'est quelque chose qu'on a en commun toutes les deux. Et face aux critiques qu'a pu connaître la saga, Lali préfère replacer les choses dans leur contexte. Ça reste de l'amusement, du divertissement. Donc on n'est pas là pour se mettre à la hauteur d'un film ou d'une publicité. On essaie juste de faire une série qui apporte un peu de tranquillité, quoi. Donc on sait qu'on n'est pas dans la réalité, on sait que c'est un peu insensé, on sait que ces personnages sont légers, mais c'est ce qu'on veut. J'ai déjà souvent comparé cette série à un bonbon. C'est tout doux et puis ça fond, il reste plus rien, mais on est content de le manger, quoi. Lors d'un tournage des Vacances de l'amour, la fiction rattrape la réalité. Un jour, j'ai vu débarquer sur le plateau, dans les îles, un grand garçon, très grand, très beau. Et puis on m'a dit, ça va être ton copain. J'ai dit, ah bon, on commence à tourner ensemble, ça se passe pas très bien. Et il tremblait tout. Moi aussi, on était tous les deux très émus. Salut. Bonjour. Moi c'est Lali, et toi? Pierre. Puis, au bout de 3-4 épisodes, ça n'a pas marché. C'est aujourd'hui le papa de mon premier enfant. Eh ben, je crois que j'ai bien fait de venir ici. Moi aussi. Pour Lali, son double de fiction qu'elle a aujourd'hui retrouvé dans Les Mystères de l'amour est un personnage particulièrement farfelu auquel elle reste très attachée et qui s'est enrichi avec le temps. Et voilà. On a construit une femme qui finalement, avec des airs très distraits, un peu maladroits, eh bien, elle est très moderne. Elle va dire tout doucement des trucs très, très enquiquinants. Donc, c'est pas une mégère. Elle va déranger, mais en douceur. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir un amant, on ne peut pas lui en vouloir de vouloir porter une auréole, alors qu'en fait, elle est terrible. Depuis sa création en 2011 et en 7 saisons, la série Les Mystères de l'amour a connu de nombreux moments marquants, étonnants ou émouvants et qui ont particulièrement touché les comédiens. Pour Marion Huquenin, alias Chloé, la petite sœur d'Hélène dans la série, la scène qui restera gravée dans sa mémoire est celle de la mort d'Antoine, son bien-aimé. Je suis allée voir le gynéco avec Hélène et tout va bien. Même si j'ai pris de la drogue, il risque rien. Ah c'est une bonne nouvelle, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, ce bébé. Moi non plus. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûr? T'es tout blanc. Attends, arrête-toi. Assieds-toi un moment. Non, c'est bon. Allez. T'es sûr? Ouais. Voilà. C'était très 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 fort en fait. Quand il s'est écroulé, etc., et que je lui apprenais que j'étais enceinte, on était sur le ponton. C'était sa dernière journée de tournage en plus pour lui, donc c'était en plus de ça très marquant. Antoine! Et on était vraiment aux larmes, même toute l'équipe était comme ça, en suspense à voir. Enfin, on les voyait tous derrière la caméra comme ça, ils bougeaient plus, ils nous regardaient.
C'était vraiment plein d'émotions et c'était très très chargé cette journée, et particulièrement cette scène-là. Ingrid, la méchante de la série, incarnée par Carole Dechantre, est un personnage des plus complexes. Pour Ingrid, la vie n'a qu'un but et il s'appelle Nicolas. Pour lui, elle est prête à tout, mais alors vraiment à tout. Enlèvement, meurtre et mensonges en tout genre, rien ne l'arrête. Vous voyez, vous étiez là au début de ma vie et vous allez partir avec moi. Bon, il faut dire qu'elle a un petit côté pas très net quand même, Ingrid. On a tourné à la montagne, moment où Ingrid veut se suicider, elle part toute seule dans les montagnes et elle appelle Nicolas désespéré, je vais mourir. Mais non, c'est pas à cause de Nicolas, c'est à cause de moi. C'est moi qui n'ai pas su le garder. On est parti tourner à plus de 2000 mètres d'altitude et on était équipe hyper réduite, entre nous, entre copains, à faire ces scènes avec la montagne autour de nous, avec des moments où Patrick doit me récupérer, le guide aussi doit me récupérer pour pas que je tombe. Et c'était super chaud parce qu'on était vraiment sur un petit endroit un peu... il fallait pas tomber. Et c'était génial de pouvoir fabriquer des scènes de ces épisodes-là ensemble, en Suisse, à la montagne, chez moi. Parce que les montagnes, c'est vraiment chez moi. Et c'était un vrai bonheur, vrai bonheur. T'es en forme? Mais je le suis. Et en plus, j'ai un cadeau pour toi. Regarde bien. C'est ta fille, Nicolas. Elle s'appelle Zoé. Des amours, des trahisons, des séparations, des enlèvements, des retrouvailles, des rêves, des cauchemars, des mariages, des disparitions, une secte, des meurtres et même des nains, des princesses, des chevaliers et des extraterrestres. Certaines séquences ont créé le buzz bien malgré elles, comme par exemple ce qu'on a appelé le Annette Gate, ou comment la relation amoureuse entre Monsieur Girard, le père d'Hélène et Justine dans Premier baiser, et Annette, la meilleure amie de cette dernière, a fait se déverser des torrents de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux lors de sa révélation dans un épisode de la saison 3 des Mystères de l'amour. Je suis si heureuse. Les principaux protagonistes n'en reviennent pas eux-mêmes d'avoir déclenché un tel buzz. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un buzz pareil. J'imaginais bien évidemment que ça allait parler, c'est sûr, mais j'imaginais que ça allait être dans l'univers de ceux qui regardent déjà la série, qui continuent de suivre depuis toutes ces années. J'imaginais pas que ça aurait une telle ampleur. Être invité sur LCI pour faire une interview pour parler de ça, je trouve que c'est quand même un peu énorme. Quand j'ai reçu le scénar, où je vois première scène, on est au lit, là je me suis dit, ça va grincer sérieux. Et c'est vrai, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, mais je ne pensais pas que ça aurait une telle portée. On a fait plein d'interviews, ça a été traité dans la presse, c'est plein de sites internet aussi, de journaux très sérieux au demeurant. C'est assez drôle, quoi. Il y a eu des réactions négatives parce qu'en fait, les gens avaient pour eux, j'étais un peu la troisième fille de la famille. C'est vrai, maintenant, je suis votre seule fille. Oui, ma petite Annette. Il y a pas mal de gens qui ont assimilé ça comme incestueux et tout, alors que c'était pas du tout le cas. Mais voilà, c'était un amour qui perdurait, qui a duré sur 20 ans. Et puis Magali est devenue vraiment une femme, 38 ans, moi 20 de plus, bon, voilà. Mais quelle métamorphose, t'es une bombe. Merci. Mais tu sais, je suis tellement heureuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors là, non. Ah, mais c'est terrible. C'est mon enfance qui s'étiole avec cette histoire. Alors non, moi je ne cautionne pas. D'ailleurs, s'ils m'entendent, je vais cesser tout de suite cette relation très étrange. Après ce buzz inattendu, le scénario incorporera même les réactions de certains fans de la première heure, offusqués via le personnage d'Hélène, dite Sainte-Hélène, la bonne conscience de la série. C'est Annette. Elle jouait à la maison avec Justine quand elle était petite. C'est la copine de ma petite sœur. C'est horrible. Bah oui, mais tu l'as connue quand elle était petite et maintenant elle a grandi. Voilà. Mais oui, mais c'est comme notre sœur. Mon père va se marier avec notre sœur. C'est horrible. Enfin, me dis pas d'horreur. L'histoire pour moi était assez naturelle, était assez amusante parce que Annette, adolescente, disait toujours « Ah, Monsieur Girard, vous êtes formidable, vous êtes fantastique ». Elle était un peu amoureuse de Monsieur Girard et de Rock Voisine. Mais pas savoir. Toutes les minutes, je pensais à vous. Comme je pouvais pas avoir Rock Voisine, j'ai pensé que c'était bien de faire une histoire entre Annette et Monsieur Girard. La femme qui m'a redonné le goût de vivre, c'est Annette. Excusez-moi.
20 ans de différence, c'est quand même pas incommensurable. Bon, ça se fait, ça existe. Donc pour moi, c'était pas gênant. La première qui m'a dit, oulala, mais tu vas pas faire ça, c'est Hélène, qui a été choquée quand je lui ai parlé de l'idée. Et bon, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai essayé de le faire, mais sur un mode comique, bien sûr. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Et Hélène a accepté que son père de fiction soit avec la copine de sa sœur. J'ai compris. Toi aussi, t'as le droit d'être heureux. Je te demande pardon. Ma chérie. Ma chérie. Autre buzz qui a fait couler beaucoup d'encre lors de sa diffusion, le rêve de Béné imaginant Nicolas et José dans une relation amoureuse passionnelle. Et sa fameuse réplique J'ai un petit peu mal au genou là, derrière. Un jour, j'ai dit en rigolant à un dîner entre copains à Patrick Pulba et à Philippe Vasseur, alors je vais vous mettre en couple parce que vous allez trop bien ensemble. Et ils m'ont dit chiche. Et je leur ai dit bon d'accord, vous allez voir. Et j'ai fait donc cet épisode. Alors même si c'était un rêve, il a fallu le tourner. Voilà, bon. C'est expérimental. J'aurais jamais pensé à ça, jamais. Moi non plus. Mais c'était bien. Tu plaisantes. Putain, c'était super. J'ai jamais ressenti ça avec aucune femme. Bah moi non plus. des séquences pas si faciles à tourner pour les comédiens qui se connaissent depuis si longtemps. Comme Philippe, c'est un super comédien, bah, il fait des choses à fond. Moi, j'ai un petit peu plus de mal. Non, mais c'était super rigolo, surtout pour l'équipe technique, parce que tout le monde nous connaît bien. Et on savait les petites réticences qu'on peut avoir à prendre la bouche de son pote de 20 ans, et que voilà, même si on doit faire notre métier, bon, bah, parfois c'est moins évident que d'autres, mais ça reste une grosse partie de rigolade, et c'est évidemment un bon souvenir. Mais de dire d'embrasser Philippe, c'est un bon souvenir, je trouve que c'est un peu ambigu. Donc, c'était une bonne partie de rigolade. Ils sont irremplaçables, toi. On les connaît. Ah ouais? Bah ouais. Oh putain, c'est dur. Coupé. Coupé, enfoiré. Non, t'es chaud. Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Un gros succès, surtout à Buzz. Même en Russie, j'ai reçu des vidéos où la Russie montrait le buzz de José et Nicolas ensemble. Bonsoir. Depuis Hélène et les garçons jusqu'au Mystère de l'amour, les comédiens ont créé une connivence qui existe bien au-delà des plateaux de tournage. Une complicité particulièrement palpable quand ils se retrouvent et qu'ils endossent à nouveau les rôles qui les ont rendus célèbres il y a 25 ans. Une bonne humeur qu'ils ont largement transmise aux nouveaux venus dans la bande. Bon, on va fêter notre amitié. Et puis pour rien te cacher, il n'avait pas envie de retourner en prison. Ça lui a déplu la première fois. Bon, allez, on a là. Bah, je sais, c'est pour ça que tu m'aimes. C'est vrai. Bon, allez, on a un paquet de tucs. Oh, un paquet de tucs. Un paquet de tucs. Tu viens juste de le remarquer. Merci, excusez-moi. Putain, Elle appelle. Dani Maignan. On tourne avec le téléphone, grosse truite. On a une grande complicité. Et même dans les coups de gueule, je dirais qu'il y a de la tendresse presque. On a des relations très amicales sur le plateau, ça se passe plutôt bien, on se connaît bien. Donc il y a une espèce de tolérance, d'équilibre naturel qui s'instaure, un peu comme dans une famille où tu connais les limites de l'un, de l'autre. Il connaît tes limites aussi, on sait très bien. Puis ils vont me faire revenir à l'hôpital régulièrement pour que je m'habitue peu à peu. Et à la fin, ils vont m'annoncer le truc tragique, quoi. Je vais refaire cette phrase parce que je pense qu'elle est pourrie. Et l'autre d'avant aussi. Bon allez, je me casse. Et ça va? Et t'es où? Merde, il sonne vraiment. Mais t'es con. Mais t'es con, toi, c'est pas possible. Ça va? Mais dis donc, tu fais quoi ici? Écoute, je me suis un peu pris la tête. Mais c'était bien! On est liés, c'est obligé. Après tout ce temps, ça je le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est vrai qu'une équipe comme ça, ça fonctionne pas aussi longtemps s'il n'y a pas un vrai lien humain. Maintenant, il y a des samples. Phil Collins, Manu Katché, Bernard Minet. Tu veux que je t'en cite d'autres? Ouais, arrête tes conneries. Bon, je suis d'accord sur des pointures.
Elle a essayé de me tuer. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais dis-moi que c'est pas vrai! Ce ton s'est éclaté. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Un gros problème. Oui, écoutez, ça va, ce genre de problème, c'est moi que ça regarde, d'accord? Non, quand on dit gros problème, c'est plus gros que ça, quoi. On peut pas comme ça. C'est bien, on la double juste. C'est parfait. Nicolas? Oh. Non, attends, José, non, j'ai compris. Tu joues sur l'étoile. Oh merde! Il a une phrase con! C'était super. Attends, il y a le bouton. C'est bon. C'est bon? Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un problème, un accident ou elle est où votre voiture? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple. On s'est fait enlever. Tous les deux. Une histoire de fou. Quoi? Ouais. Mais par qui? Alors, des fous rires, le problème, c'est qu'on en a à la pelle, quoi. En plus, moi, je suis très bon public. José? Non, José. Attends, c'est pas parti. Tu les entends pas parler? Mais je pensais que... Elle a critiqué dans son rêve. J'ai cru que c'était parti, moi. Filez-moi une brune. Ça va? Je suis vraiment désolée. Oh là là, mais faut... J'ai descendu cette putain de marche et toi, tu sais pas dire ton texte? Faux. On est une bonne équipe, on se tient les coudes, on est tous ensemble, autant avec les comédiens que les techniciens. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est tous là et qu'on reste tous à tourner ensemble. C'est qu'on est très contents de venir voir les copains et c'est un peu notre famille, quoi. Je suis enceinte, Nicolas. Merde. J'attends un bébé de toi. Non, attends. Non, tu fais ça, je vais t'expliquer. J'ai besoin de toi, Ingrid. Ingrid? Ingrid, j'ai besoin de toi. Oh putain. Oh putain. Heureusement, ils l'ont ratée, elle a été transportée dans un hôpital. L'hôpital de la Sainte-Patrie. Excusez-moi. Il y a des canards dans cet hôpital. Tu vas bien alors? Ah oui. Il y a Depuis 20 ans, on a grandi avec beaucoup de gens, les techniciens, les gens au bureau, des comédiens. C'est-à-dire que tu as passé plus de temps avec eux que ta propre femme, quoi. Tu me donnes une fille formidable. Oh bah écoute, on l'a fait toutes les deux, hein. Toutes les deux, ça marche pas. Tu sais quoi? Ça me fait penser à ma chambre d'abdos. Tous les matins, je me lève avec la banane et je me dis, je suis content d'aller bosser avec eux. C'est une très très bonne ambiance. Qui est-ce qui portait comme ça un bonnet tout le temps? C'est Brad Pitt? Ouais, c'est ça. Et te fous pas de ma gueule, je suis ridicule, je sais. Mais non, c'est vrai que t'as un petit... mais c'est vrai que t'as un petit côté Brad Boy. On n'est pas juste dans un tournage. On est en train de faire quelque chose en famille. Parce qu'on se connaît depuis des années, on a vu grandir, tout le monde connaît les défauts de tout le monde. Quand quelqu'un est en difficulté, on sait pourquoi et pour l'aider si la personne a besoin. Et moi, j'ai jamais senti comme un tournage quand je vais là-bas. Je vais voir la famille. Dans ces cas-là, on va dans ma chambre. Pourquoi faire? Pour continuer les conversations. Non, monsieur. Macha. On a trop de stress, il faut faire baisser la pression, c'est le seul moyen que je connaisse. Non, Macha. Tu sais... Ah putain, pardon, pourquoi je dis Macha? Parce que là, t'es amoureux, là. C'est une vraie famille qui accepte très facilement les nouveaux.
Et ça, chapeau, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir un petit peu peur, rien qu'à l'idée de se dire c'est déjà une équipe soudée, donc peut-être que c'est un petit peu difficile d'intégrer ce groupe, mais en fait, pas du tout. On a été vraiment accueillis à bras ouverts et je les en remercie beaucoup, parce qu'en plus, ça donne confiance. Voilà. Et ça, tu peux aussi te le foutre dans le... Mais putain, arrête de rire, bordel. Elle est chiante, Ça putain. m'arrive jamais, hein, franchement. Arrête de mentir, Christian, je sais que t'as recouché avec elle, je le sens. Putain, oh, je vous jure, mon Dieu. Ah, il faut que je te montre à tout prix ce que j'ai acheté à papa. Bah, moi qui croyais que tu voulais te retrouver seule avec moi. Ouais, allez-y, je vous en prie. Ouais, allez-y. Je suis en ligne depuis hier soir sur Internet. J'ai téléchargé. Ça a déjà fait 200 000 vues. On est super contents de se retrouver tous les matins pour bosser ensemble, on se marre. Non, c'est vraiment des belles rencontres. Et cette histoire qu'elle aurait croisé José en sortant de Lambert? Non, mais on va le faire. On peut pas te laisser comme ça entrer impunément chez les gens et te laisser les voler. Merde! Non, mais on va le faire. On va pas te laisser entrer chez les gens comme ça et te laisser les voler. Merde, chier. On va pas te laisser comme ça entrer chez les gens et te laisser les... C'était sûr. C'était sûr. T'as pas oublié de l'embrasser pour moi, hein? Non, bien sûr que non. Ouf. Oh là là. Ah oui, elle tient pas cette chaise. Je me disais, je la sentais s'affaisser. Je vais faire un tour dehors. Ouais, tant mieux, on l'a dit. Eh, tu vas où? Oh putain. De Hélène et les garçons au mystère de l'amour, la saga a marqué les comédiens d'une empreinte indélébile, un lien, une amitié indéfectible qui dure depuis 25 ans. On a un souvenir de cette époque qui nous lie, je pense, à tout jamais. C'est un peu comme si on avait fait l'armée ensemble. Hein, donc aujourd'hui, on a un peu de bouteilles et donc c'est important, ça, des relations qui durent aussi longtemps. Ça prend de la place dans une vie. De toute façon, je pars du principe, quand on passe autant de temps avec des gens comme ça, avec une telle proximité, où on peut pas s'encadrer, où on devient très potes. Donc, grâce à Dieu, on est tous devenus de vrais amis. Une aventure qui ne semble pas près de s'arrêter. J'aimerais bien que ça continue de la même manière jusqu'à la maison de retraite. On continuera à chanter, on continuera à sortir nos bêtises, nos histoires. C'est vrai qu'on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Et je crois que, justement, c'est le secret de cette série aussi. La série existe encore, c'est grâce au public. C'est eux qui regardent, c'est eux qui décident de regarder. C'est touchant, hein, ça fait vraiment plaisir.